est ravis de vous accueillir à Voix de Pionnier. Donc, Voix de Pionnier, c'est vraiment un rendez-vous mensuel, le premier vendredi du mois, avec l'idée de faire partager une expérience de modèle économique d'entreprise avec un témoin qui va vraiment expliquer tout son, tout son modèle économique, des points de départ aux évolutions, etc. Et l'objectif, en fait, c'est de montrer qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises et de dirigeants qui ont initié des transformations de leur modèle économique dans des intentions écologiques. Donc, on est convaincu que la transition écologique se fera par la transition économique et que ça passe par ce phénomène de trajectoire et de partage d'expérience. Donc, comment se passe votre pionnier? Vous avez à chaque fois un témoin qui est interviewé et vous allez pouvoir interagir avec ce témoin au regard de son retour d'expérience. En termes de règles de fonctionnement entre nous pour que ce soit le plus simple et agréable possible, on vous encourage à couper vos caméras tant que le témoignage est en cours. Vous pouvez interagir par le chat. On peut se faire le relais de vos questions et commentaires, mais on va aussi vous donner la parole pour pouvoir en live échanger avec notre témoin du jour. Et donc aujourd'hui, le témoin du jour nous est présenté par Stéphanie. Je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, bien sûr. Merci Isabelle. Donc aujourd'hui, c'est Terre EFC, on va dire, qui reçoit. Terre EFC, c'est le club de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération en Île-de-France. Et on a un adhérent, Frédéric De Oliveira, qui va témoigner aujourd'hui. Donc Frédéric, il est à la tête, il est le dirigeant et le fondateur d'Univera. Il a fait des études en génie mécanique. Il a démarré sa vie professionnelle en 2000 en tant que salarié dans une entreprise spécialisée dans la production de masse. J'insiste sur le mot parce qu'on va revenir, d'outillage à main standard. Quand on parle d'outillage à main, ça veut dire des pinces, des tournevis, des clés à molette, mais Frédéric va nous préciser tout ça et il en connaît beaucoup plus sur le sujet que moi. En 2009, il crée donc la société Univera, donc tout d'abord chez lui, dans sa maison. Donc c'est une entreprise toujours donc spécialisée dans le secteur de l'outillage, mais qui propose en fait des outils sur mesure. Donc là, c'est une vraie particularité. C'est une entreprise qui a grandi depuis 2009. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 1 700 000 € cette année, donc en progression, avec une équipe aujourd'hui de 13 personnes. À côté de cela, Frédéric est très investi sur son territoire, notamment sur des sujets d'emploi des jeunes, donc son territoire d'Argenteuil, dans le 95. Et donc, il va nous raconter sa trajectoire. Et je vais commencer par une rafale de questions. Je voudrais, si tu peux, que tu reviennes rapidement sur tes premières expériences professionnelles, que tu nous dises un petit peu plus ce que c'est que l'outillage sur mesure et surtout, qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce bascule de outillage en grande série et petite série et voilà, pourquoi tu as créé Univera en fait et pourquoi tu t'es spécialisé dans cette niche? Bah, tout à fait, on va essayer. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric de Oliveira, le créateur et dirigeant donc de l'entreprise Univera, comme Stéphanie l'a précisé. Donc, oui, l'outillage à main sur mesure, qu'est-ce que c'est ce truc un peu bizarre? Nous, notre métier, c'est de fabriquer des outils qui soient parfaitement adaptés aux utilisateurs des outillages. Donc, je prends souvent cet exemple-là, mais pour tous ceux qui ont pu bricoler ou vu quelqu'un bricoler, on se voit souvent prendre des positions un peu inadéquates, pas très ergonomiques pour pouvoir accéder à des vis ou à des écrous. Nous, notre métier, c'est que quand on le fait une fois par an, encore, ça passe. Mais pour ceux qui l'utilisent au quotidien, on s'est dit que ça serait intéressant qu'ils aient des outils parfaitement adaptés qui leur permettent de travailler dans des positions plus ergonomiques. Donc, j'ai commencé en effet ma carrière dans une grande entreprise d'outillage à main qu'on va citer parce que ça parlera sûrement à des personnes, ce qui s'appelle Facom, qui était un fabricant français, je dis qui était puisqu'ils ont été rachetés depuis, et qui faisait donc d'outillage à main standard. Et puis moi, je suis rentré dans cette entreprise en 2000 pour m'occuper de la gestion de production. Donc voilà, comment faire encore plus d'outils plus rapidement euh, sur un site de production. Assez rapidement, j'ai repris le service qui m'intéressait, qui faisait de l'outillage à main sur mesure.
Donc voilà, je me suis pas réveillé un matin en me disant, tiens, si je faisais des outils tordus, c'est de par mon expérience que j'en suis arrivé là. Euh, donc outillage à main sur mesure, chez Facom, on répond à des demandes spécifiques. C'est pas un secteur qui les intéresse vraiment. On est plutôt sur de la production de masse et donc on essaie de se démener comme on peut. Facom est racheté par des Américains qui nous disent très clairement que de toute façon, c'est standardisation. Donc, on va fermer des sites de production et ce qu'on souhaite, nous, c'est fabriquer en masse. Donc, assez rapidement, je comprends que le service dont je m'occupais avait pas un grand intérêt pour l'entreprise. Et du coup, je décide en 2009 de me dire, eh ben, écoutez, si vous voulez pas le faire, moi, je vois que les clients quand on va les rencontrer, ce qu'ils nous demandent, c'est pas la clé de 10, c'est surtout l'outil avec lequel ils sont embêtés. Donc, je me dis qu'il y a un grand marché et un grand potentiel. Et donc, en 2009, en effet, je quitte Facom pour créer Univera. Et en effet, je démarre tout seul de chez moi, euh, puisque au début, bah, je me dis, bon, bah, écoute, je connais à peu près les clients, je connais les fournisseurs et les partenaires avec qui je peux travailler pour fabriquer ces outils. J'ai dans mon bagage technique la capacité à faire des plans et des études. Ben voilà, j'y vais peut-être un peu naïvement, même au début, avec rétrospectivement. Je me lance et donc je vais rencontrer les clients qui me connaissaient et qui me font en fait assez rapidement confiance parce qu'ils me connaissaient de l'époque de chez Facom et donc que ce soit des grands comptes comme la RATP, Air France, la SNCF et en fait qui se disent, ben oui, nous on a une problématique, on n'a personne qui y répond aujourd'hui. On souhaite donner les meilleurs outils à nos agents, donc ça nous intéresse. Et donc assez rapidement, je démarre avec ces clients-là et puis donc bah, je vais les rencontrer, ils m'expliquent leurs problématiques. Je rentre chez moi, je prends mes petits crayons, ma petite feuille, je fais des beaux dessins et puis j'envoie ça à des partenaires qui vont fabriquer les outils et ensuite que je vais revendre. Donc voilà, l'objectif de l'entreprise étant bien entendu de se développer en rencontrant plus de personnes, en ayant plus de demandes pour pouvoir ben, faire de plus en plus d'outils. Voilà, d'accord. Et donc, on va dire 6 années passent et en 2015, tu reçois un coup de fil te demandant si tu es intéressé par une démarche d'accompagnement, t'invitant à interroger ton modèle économique. Alors, tu es curieux, alors même que ton entreprise se développe et que tu n'as pas identifié véritablement de... Mais tu te dis, pourquoi pas, allons-y. Alors, avant ce fameux appel d'Héloïse, en effet, de 2009 à 2015, donc l'entreprise se développe en effet hein, assez rapidement. J'ai un alternant qui vient sonner chez moi et qui me dit, voilà, je cherche une entreprise pour m'accueillir en alternance. Alors j'étais chez moi, j'ai dit, écoute, c'est très gentil, je veux bien, mais on va pas pouvoir bosser de chez moi. Et comme j'avais un partenaire chaudronnier avec qui je travaillais pour la fabrication de certains outils et qu'il avait de la place et il m'a dit bah, écoute viens, il m'a accueilli chez lui. On est resté 2 ans chez lui donc ça j'ai commencé à comprendre l'intérêt d'être proche de la production pour la conception des outils. C'était un peu plus simple, un peu plus cohérent. Et en 2013, j'ai une opportunité sur Argenteuil, où on est actuellement, de reprendre une entreprise de mécanique dont le dirigeant partait à la retraite, et ce qui me permettait ensuite de pouvoir produire nous-mêmes nos outils, euh, et donc d'être complètement intégré de la conception à la fabrication. Et en effet, ben, se développe très bien. En 2015, on est 5 personnes. Euh, on a 3 personnes au bureau d'études, on a donc l'entreprise qu'on rachète. Et en 2015, je reçois en effet un appel d'Héloïse. Alors, vous savez, s'il y a des dirigeants ou des cadres dirigeants, des appels de sollicitation, on en reçoit environ 10 par jour. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, Héloïse m'appelle et me dit bonjour, est-ce que ça vous intéresse de revoir votre modèle économique? Je dis, bah, écoute, c'est gentil, mais on se connaît pas. Tu veux revoir mon modèle économique? Je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je me dis, tiens, bah, pourquoi pas. Et en fait, elle me parle d'une nouvelle réflexion qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Je suis, tiens, bah, écoute, c'est quoi ce truc-là? Bon, curieux, je me dis, bon, bah, pourquoi pas? Il y a un accompagnement avec la chambre de commerce, etc. Je me dis, pourquoi pas, on va découvrir. Et donc, je me retrouve dans une réunion, on était 6 personnes, avec Nadia Benke et Romain Domici de chez Atemis, si certains connaissent, qui en une journée bah, m'explique un petit peu le modèle EFC et puis passe par chaque personne et puis sur chaque personne,
ils déroulent en fait, ils vont chercher ce qu'on va expliquer un petit peu, hein, les limites, les bénéficiaires directs, indirects, les externalités. Et ça percute tout de suite où je me dis, mais oui, en fait, c'est quelque chose qui germait en moi, mais qui s'éclaire d'un coup. D'accord. Et est-ce que, bah, du coup, donc, au cours de ce travail, donc ça s'étale pendant plusieurs mois, il y a plusieurs réunions en collectif, en Mm. individuel, et donc c'est là où en fait tu identifies un certain nombre de limites à ton activité, alors même qu'elle est, comme tu le disais, en développement, que tu es arrivé dans un atelier, que tu embauches, enfin, mais il y a des choses, il y a, voilà, plusieurs, deux grosses limites et trois, je crois. Est-ce que tu peux, je pense que c'est vraiment important de t'attarder sur et détailler chacune de ces trois limites. Oui, bien sûr, en fait, c'est vrai que quand on est né dans le guidon, en fait, on se posait pas la question. Moi, je voulais développer mon entreprise, donc aller voir plus de clients, produire plus, fabriquer plus. Et puis assez rapidement, ils mettent le doigt sur, OK, très bien, qu'est-ce que tu vends? Bah, je vends des outils, je vends des outils sur mesure. Il dit, alors comment sont fabriqués tes outils sur mesure? Il y a une partie d'études, enfin, je vais chez le client, j'essaie de comprendre sa problématique, on échange avec le client, quelle est la meilleure solution, très bien. Ensuite, on fait l'étude, on dessine les pièces. Ensuite, en effet, on fabrique les pièces et on les vend. Oui, mais qu'est-ce que tu vends? Un outil. Elle me dit, d'accord. Donc, en fait, tu ne valorises pas la rencontre du client, tout le travail d'étude. Je dis, non, mais moi, mes clients, ils veulent surtout pas acheter de l'étude. Ce qui les intéresse, c'est acheter un outil sur mesure. Donc moi, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est acheter un outil. Donc assez rapidement, en fait, euh, chose que pour moi était, en fait, ça faisait partie enfin, c'était classique, donc je m'étais pas posé la question. On se rend compte qu'en effet, il y a un pan, en fait, qu'on facture indirectement, qu'on cache presque au client, qui est toute cette démarche d'accompagnement, d'études. Donc, bon, ça, déjà, c'est première limite, chose qu'on ne facture pas officiellement. Alors certes, les outils sur mesure ont un certain prix, on intègre ça dedans, mais on n'en parlait pas en fait. Euh, Deuxième chose, c'est une activité qui n'est pas récurrente, puisqu'à partir du moment où on a la volonté de faire des outils de très haute qualité, donc qui ont un certain prix, par contre, c'est vrai que une fois qu'ils ont l'outil, en général, ils l'ont, à moins de le perdre, il dure très longtemps. Donc, pas une activité récurrente. On a très peu de récurrence dans notre métier, donc ça voulait dire tous les jours aller chercher des nouveaux clients, aller chercher des nouvelles demandes. Donc ça, c'était aussi une problématique parce que c'était une course en avant et puis toujours d'essayer d'aller trouver. Donc, alors, on a la chance, c'est que comme les clients étaient satisfaits, il y avait ce bouche à oreille qui a fait qu'on s'est développé et qui continue. Hein, donc, ça, c'est plutôt positif. Mais on savait que ça pouvait être limité dans le temps. Et puis l'autre contrainte, c'était les fournisseurs que l'on avait, avec qui on travaillait, parce que même si on produisait, nous, une partie, il y a quand même des métiers très spécifiques dans la création d'outillages à main. Et donc, on avait des fournisseurs qui étaient complètement, on va parler de forges par exemple, les forges, si je leur demande 10 clés forgées, ils vont me rire au nez. Eux, ils me disent non, mais écoutez, nous on travaille pour l'automobile ou la grande série, si vous n'êtes pas avec 10 000 pièces, on vous regarde même pas. Donc ça a été une vraie limite, un vrai travail qui est en train de changer petit à petit, se rendre compte que ce modèle-là n'est plus viable, du moins ceux qui ont continué dans ce modèle-là, enfin, beaucoup se plantent et donc du coup, on commence à avoir encore des structures qui se montent avec une nouvelle mentalité. Donc, on se rapproche de ces gens-là parce que voilà, on comprend vite que bah oui, même sur la petite quantité, on peut faire des choses très intéressantes et valoriser autre chose que simplement la production. Donc, Dans les limites, tu avais aussi le fait qu'en fait, parfois, tu faisais un travail, mais derrière, ça ne débouchait pas forcément sur oui, la oui, oui, fabrication d'outils. Donc ça, c'est aussi ouais, un tout à point. fait. Oui, oui, c'est vrai que nous, on a la volonté d'accompagner honnêtement nos clients, je dirais. Bon, ça, je sais pas si c'est très original, mais oui, c'est vrai que quand un client venait nous voir et nous demandait une clé plus longue que celle qu'il avait, si elle existait déjà en standard dans une autre marque, mais que le client ne connaissait pas, on disait, monsieur le client, écoutez, ça existe en standard déjà dans un autre, chez un autre fabricant, vous allez le trouver à tel endroit, allez-y, et puis voilà. Donc ça, on lui rendait service, mais en effet, on ne facturait rien. C'était vraiment un service rendu. Voilà. Nous, on se disait toujours, on fidélise le client parce que bien entendu, on lui apporte ce service-là, il s'en rappellera. Donc voilà. Mais aujourd'hui, enfin hier, c'était pas vendu.
Et puis en termes d'organisation aussi, ça te fait questionner ton organisation quand même de travail, parce qu'au fur et à mesure, ben, les clients sont arrivés, donc tu as organisé voilà, tes ateliers, tes équipes, toi plus sur la fonction commerciale. Et en fait, tu te dis, est-ce que si mon chiffre d'affaires se développe, si mes clients se développent, est-ce que mon organisation en tant que telle est adaptée à ces développements? Et ça aussi, ça t'interroge, tu te dis, je n'ai pas trop anticipé ça, et c'est bien, ça peut être une limite à un moment. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Enfin, disons que on, on a forcément, oui, cette réflexion de se dire, mais bon, à un moment donné, on va faire de l'étude, on va produire. Donc c'est une réflexion. On se dit, mais bon, bah, où ça nous amène? Les partenaires, on voit que les fournisseurs sont quand même assez limités, donc ça nous questionne beaucoup. Mais surtout, quand à cette première journée encore d'accompagnement EFC, euh, le gros sujet qui a été, c'était en effet ces limites-là. Donc, on a posé les limites. Ensuite, on a travaillé sur les bénéficiaires. Qui sont tes bénéficiaires? Bah, mes bénéficiaires, c'est l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser au quotidien son outillage. Oui, ça, c'est le bénéficiaire direct, mais indirect. Alors, je me pose la question, je dis oui, en effet, donc voilà. Ah oui, bah, potentiellement sont responsables parce que du coup, le gars est content, il va être là, il va pas se blesser, etc. Et en fait, on tire le fil, et des bénéficiaires indirects et des externalités positives. Et bah oui, en effet, chose qu'on avait qui paraît aujourd'hui logique, mais qu'on n'identifiait pas à l'époque et en tous les cas sur lesquels on ne communiquait pas, c'est que, bah, in fine, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on préserve la santé des utilisateurs, hein, en leur donnant des outils qui leur permettent de travailler en sécurité. On limite les accidents de travail, on limite les TMS. Voilà, on travaille également sur la productivité parce que bah, si les gens sont mieux, ont les conditions, ont les outils, bah, ils peuvent travailler plus efficacement. Donc ça, c'est des points bon, la productivité encore, on l'avait un peu identifié, mais vraiment c'est l'aspect santé. Et ensuite, on travaille aussi sur des aspects juridiques parce que bah, beaucoup d'entreprises en fait modifiées. Hein, on sait tous que dans les caisses des mécanos, il y a des outils qu'ils ont bricolés eux-mêmes parce qu'il est plus adapté le fait de l'avoir bricolé. Bah, quand on bricole des outils légalement, on n'est pas couvert en cas d'accident. Nous, bah, on officialise donc des outils, donc on reconnaît le savoir-faire un petit peu des agents du travail, de l'ergonomie du travail qui est reconnu à travers ça. Donc c'était trois approches qui ont complètement changé et qui ont fait que dès 2015, on bascule complètement dans un autre mode de communication. On communique vraiment sur la santé, on communique vraiment sur ces choses-là, et ça nous fait changer de paradigme parce qu'en fait, plutôt que d'aller voir uniquement l'utilisateur et le chef d'atelier, qu'on continue à aller voir parce que c'est le cœur, ben on va discuter avec des gens de la médecine du travail, avec des ergonomes, avec d'autres personnes qui y voient un grand intérêt, mais qu'on n'allait même pas voir avant. Donc, en fait, on commence à prendre une dimension un peu plus importante et avoir une vision un peu plus globale sur l'entreprise sur laquelle on intervient. Euh, et assez rapidement, lors de ces échanges, dès le premier jour, je crois d'ailleurs, Nadia me dit, ben oui, donc on tire le fil, hein, on continue à tirer le fil à l'EFC, on aime bien tirer les fils pour aller chercher. Euh, Elle me dit, bah oui, oui. Alors je lui dis, ah, mais c'est super, du coup, je pourrais proposer à mes clients des choses un peu plus globales, facturer de l'étude. Alors, je sais pas encore très clair, mais je me dis, c'est génial. Et puis, du coup, pouvoir produire plus d'outils, etc. Et puis Nadia me regarde, elle me dit, oui, peut-être, ou pas produire d'outils du tout. Ouais, alors là, On va revenir là-dessus, parce que là, c'est le gros teasing. Est-ce que tu peux, moi, je veux bien que tu reviennes un tout petit peu justement sur ces trois effets bah, que tu as utiles de ton activité, que tu n'avais pas trop identifié. Hein. Tu vendais un outil. Tu dis des effets sur la productivité des clients. Concrètement, comment tu le mesures ça? Est-ce que tu as un exemple à donner sur voilà, comment qu'on essaye de se retrouver un peu dans l'atelier avec. ouais, j'ai un cas que je cite assez souvent. Euh, j'ai un client à la SNCF qui me sollicite pour aller voir un accès difficile à l'intérieur de la cabine du pilote. Donc du coup, bon bah on passe et en passant en fait, je vois deux personnes qui sont en train de démonter le nez du TGV. Bon bah ok, très bien, ils démontent le nez. Hop, on va voir d'autres sujets. Bon, très bien, il te faut un outil comme ci, comme ça, on échange, on définit l'outil, puis en redescendant une heure après, je vois toujours les gars en train de démonter pour. Je sais, ben, ils font quoi là? Ça fait 2 heures qu'ils sont dessus. On me dit, ah, bah là, on démonte le nez du TGV en fait pour aller changer une buse qui envoie du sable pour le freinage.
Ah, ben, je dis d'accord, mais on peut regarder, ouais, bien sûr. Donc, il m'explique, il me dit, voilà, tu vois, c'est l'écrou là qui a dévissé, on vient changer de cette pièce-là. Le problème, c'est qu'avec le nez du TGV, on n'y a pas accès, donc on est obligé de déposer complètement le nez du TGV pour y avoir accès. Ensuite, bah, ça prend 5 minutes à changer, mais après, on doit remonter, donc c'est 2 heures de dépose, 2 heures de remontage, plus les 5 minutes d'intervention sur la pièce. Et puis, bah, du coup, je creuse un petit peu, si, mais il y a une trappe là, pourquoi? Oui, oui, la trappe là, c'est pour qu'on puisse regarder, mais bon, tu vois bien, on n'a pas accès, c'est beaucoup trop loin. Et puis, bah, in fine, on a conçu un outil qui, par cette petite trappe, permettait d'aller changer l'outil avec une rallonge des systèmes de maintien. Et aujourd'hui, en 20 minutes, il change cette fameuse buse, là où il passait 4 heures par le passé à démonter, remonter le nez du TGV. Donc voilà, c'est un exemple que j'aime bien citer parce que voilà, on parle de productivité dans ce sens-là, des choses qui, en plus là, j'étais pas sollicité sur ce sujet-là, c'était vraiment en passant, en marchant avec le client que je découvre ça. Donc voilà, c'est un exemple assez parlant souvent, je trouve. Cette productivité et sur la prévention de la santé, donc les accidents et les troubles musculo-squelettiques, c'est pareil. Enfin, c'est des choses que tu as pu, enfin, qu'on t'a Ouais. raconté ou que tes intervenants, tes clients t'ont dit, bah voilà, on en a moins ou Ah oui, oui, parce ben, enfin, nous, l'aspect accident de travail, que ce soit je sais pas, chez les clients qu'on rencontre, c'est très souvent ça va être très souvent été de notre porte d'entrée, c'est-à-dire que ils se sont blessés avec un outil, vite, on appelle Univera, il faut qu'on trouve une solution. Donc les cas de figure où le gars est sous le train en train de travailler, et puis la clé rip, il se la prend dans la tête parce que la clé est trop grosse, parce que la clé standard fait la taille qu'elle fait, alors que l'écrou est fin, donc on va développer des outils vraiment parfaitement adaptés et sécurisés pour qu'ils puissent travailler, donc on va limiter. Le cas, je crois, le plus parlant que j'ai, c'est à la RATP sur un site de production ou de tramway, sur un site d'exploitation de tramway, euh, où en fait la RATP achète des trains aux fabricants de trains et le fabricant de train fournit un lot d'outillage pour faire la maintenance du train. Sauf que bah, c'est pas un fabricant d'outillage, le fabricant de train. Donc du coup, il a fourni des outillages, bah, certains qui allaient très bien, mais beaucoup, il y avait une vraie problématique. Ils avaient accident sur accident. Et donc du coup, je les rencontre dans ce cadre-là. Et puis pour faire très court, en fait, on les accompagne pendant 2 ans. Et puis le directeur de site était assez fier de me dire, enfin, aujourd'hui, beaucoup pensent à la RATP qui travaille chez nous tellement il est satisfait de notre travail, puisqu'il dit, bah, c'est simple, il me dit, j'étais à 99% d'accidents de travail liés à l'outillage à main. 2 ans après, je suis à 2% d'accidents de travail liés à l'outillage à main. Donc, ouais, c'est la assez parlant. démonstration, la démonstration est très claire. Et du coup, donc tu as réussi à, enfin, donc tu as cette intuition qu'à partir de ça, à partir de ces constats et puis des relations de qualité que tu as développées, en fait, parce que là, tu le disais, tu discutais d'un autre sujet avec ton client, il t'a laissé aller voir sous la rame et discuter avec. Bah, tu as créé des relations très proches, il y a une grande confiance qui s'est développée. Bah, suite aussi parce que quand tu leur disais inutile d'acheter, inutile que je te fabrique un outil, cet outil existe déjà. C'est ce qu'on appelle, nous, les ressources immatérielles par opposition à des ressources matérielles. Hein. Cette confiance, on voit que c'est le socle un petit peu de ce qui t'a permis, en fait, de faire évoluer tes modes de contractualisation. Parce que quelque part, le sujet maintenant, c'est ça, c'est comment tu passes de la vente d'outils à la vente de comment tu intègres tout le service que tu rends et que tu nous as parfaitement exposé, comment tu intègres ça dans la transaction, enfin, comment ça a changé tes rapports et aujourd'hui tes modes de contractualisation, comment ça se passe, comment ton modèle économique du coup a évolué face à tous ces constats. Eh ben, comme on le dit souvent, c'est des trajectoires longues parce que ça s'est pas changé du jour au lendemain. Alors si, l'année après mon accompagnement en 2015, si j'avais pu, j'aurais tout changé tout de suite. Mais à l'époque, en 2015, on est 5 personnes. Je suis le seul commercial. Je vois bien se dessiner un modèle plus serviciel où je peux accompagner les clients, mais j'identifie assez rapidement que mes clients sont pas encore prêts à ce que j'ai cette approche-là, et je prends un gros risque d'arrêter ce que je faisais pour partir sur quelque chose d'autre. Donc c'était pas le moment. Je commence à ébaucher, on commence à modifier la communication, on apporte quelques petites touches. On commence par exemple dans nos devis, on commence à détailler. Bah monsieur, l'outil que vous allez acheter comprend
une étude, une visite, un développement, un échange, une fabrication, des traitements. Voilà, on détaille complètement tout ce qu'on fait. On est très transparent, vraiment on détaille chaque étape de l'opération. Le client donc commence déjà à comprendre que c'est pas juste la fabrication d'un outil, parce que ça c'était important. Donc il y a déjà cette première démarche. On change la communication. On commence petit à petit à rencontrer d'autres personnes, comme je le disais. Et puis on recrute, on continue à recruter, on continue à se développer, puisqu'on est passé de 5 à 13 personnes. Et aujourd'hui, sur l'équipe commerciale sur la France, on est 4 personnes. Et depuis 1 an et demi maintenant, on remet en place, on active ce que j'avais eu comme idée initialement après cet accompagnement, qui est de passer à beaucoup plus de services et de proposer une offre aujourd'hui qu'on appelle d'accompagnement et d'optimisation, où on propose à nos clients aujourd'hui de venir regarder une chaîne de production, revenir regarder. Alors, initialement, je commence là-dessus volontairement, l'idée, c'était de venir regarder une chaîne de production, d'analyser chaque opération, chaque intervention, quels sont les outils utilisés, et de pouvoir leur dire, bon, bah voilà, là, vous utilisez telle clé en standard de telle marque, sachez qu'il existe en standard telle autre clé qui sera beaucoup plus adaptée, qui permettra de travailler de manière plus sécurisée. Donc, on identifie si on va gagner en ergonomie, en productivité, voilà, en sécurité, etc. On identifie toutes les optimisations possibles et les gains qui peuvent être possibles. Et si besoin de développer un outillage spécifique, à ce moment-là, on développera un outillage spécifique. Mais c'est beaucoup plus large que le simple outillage à main sur mesure. On est vraiment sur une offre. Et donc aujourd'hui, on vend cette prestation. Donc on vend du service, chose qu'on ne vendait pas du tout avant, dans lequel on va accompagner les clients. Euh, et initialement, comme je disais, c'était vraiment l'accompagnement sur la production qu'on visait. Et finalement, c'est nos clients qui assez rapidement nous ont dit, le dernier accompagnement qu'on a fait par exemple, où ils nous a dit, non mais attends, mais c'est génial, mais on peut faire beaucoup plus que ça. Il me dit, mais nous, on va lancer en production des appareils, et puis c'est une fois que c'est lancé en production qu'on s'embête à se dire, mince, comment on va faire le montage de ça, etc. Peut-être que vous pourriez nous accompagner en préconception. Bah oui, bien sûr, sans problème. Donc aujourd'hui, on va faire chez Liebherr, par exemple, qui est un fabricant d'engins TP, ils vont lancer un nouveau matériel et en ce moment, on est en train de travailler avec eux, avec les 3D de la machine, pour pouvoir leur dire, tiens, là, tu as mis ça là, mais comment tu vas y accéder? Est-ce que tu peux pas mettre ta prise un peu plus haut? Ça t'évitera d'avoir à fabriquer un outil spécifique. Donc on y arrive, hein, je ne fabriquerai pas d'outils spécifiques. Et deuxièmement, de permettre aux personnes de travailler de manière plus ergonomique. Et donc voilà, c'est vraiment de l'accompagnement pour vraiment co-concevoir de manière plus cohérente, faciliter la maintenance. Enfin voilà, c'est vraiment tout cet accompagnement-là. Puis il y a d'autres choses, ils nous disent, oui, vous pourrez aussi nous accompagner sur les questions. Enfin voilà, donc euh, j'étais assez, voilà, comme je disais en 2015, pour moi, c'était production d'outillage. Et puis aujourd'hui, il y a tout un monde qui s'ouvre autour de ça, en fait, beaucoup plus large que la production, en fait, va être juste anecdotique. Enfin, on n'en est pas encore là, hein. Aujourd'hui, on est encore quand même beaucoup sur de la production d'outillage, mais la tendance et la trajectoire va beaucoup là-dessus. Ce qui motive en plus beaucoup les équipes, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est euh, on aurait pu se dire que le bureau d'études, bon, eux, ils allaient avoir du travail, mais la production pouvait peut-être être inquiète de ça. Au contraire, ils sont vraiment partie prenante. J'amène le bureau d'études avec nous sur le terrain quand on va rencontrer les personnes. Euh, on est vraiment dans un accompagnement global. La production, on leur explique, ils comprennent pourquoi ils fabriquent. Ah, ok, très bien, je fabrique ça. Puis alors, même eux peuvent nous dire, oui, mais alors attends, si c'est pour ça, est-ce que tu as décidé ça? Est-ce que ce serait pas mieux de faire comme ça? Enfin, voilà, ça travaille beaucoup autour de tout ça. Ça communique énormément et vraiment tout le monde est très motivé. C'est assez agréable. On a pas mal de questions. Peut-être que, avant de passer aux Ouais. questions, est-ce que tu peux nous dire quand même, il y a encore des limites, enfin, quelles limites tu as identifiées aujourd'hui, en fait? Qu'est-ce qui pourrait freiner voilà, ton développement? Parce que bon, tu as des clients qui viennent, qui te sollicitent, tu as élargi ton offre, tu interviens maintenant en amont de la fabrication, donc sollicite quand on est à l'étape plan pour anticiper la réparation future, la maintenance. Donc aujourd'hui, tout va bien ou il y a, voilà, tu as identifié des Oui, nouvelles mais limites? il y a toujours des limites. On rencontre toujours des nouvelles contraintes. Oui, enfin, celle qu'on identifie, mais qu'on identifiait déjà à l'époque, hein, mais qui devient de plus en plus criante aujourd'hui, c'est que même si on va sur le service, on a quand même besoin de produire et de produire des choses de qualité. Donc, on a besoin de techniciens en usinage et
enfin, c'est un métier qui est complètement perdu aujourd'hui. Plus aucun jeune ne s'intéresse à l'usinage. Euh, Peut-être tout le monde a encore l'image, j'apprends toujours, hein, de Charlie Chaplin et les temps modernes. Donc, on n'est plus du tout dans ce modèle-là, surtout encore plus chez nous. On est vraiment sur de la co-conception avec le bureau d'études. Enfin, les gens, voilà, on a des machines qui sont beaucoup plus performantes. On va réfléchir à d'autres choses. Enfin, c'est plus du tout le même métier, mais aujourd'hui, assez finalement, on se rend compte que bah, les jeunes n'en entendent pas parler, les professeurs sont pas tellement au courant et donc ont du mal à accompagner. Et donc, du coup, bah, ce qu'on a décidé, j'ai découvert, parce que, du coup, vous avez compris, depuis cet appel-là, je suis beaucoup plus à l'écoute des sollicitations. Et donc, on m'a sollicité un jour pour venir voir un modèle d'école qui s'appelle les écoles de production, qui existe depuis plus de 150 ans et qui est en plein développement. Et du coup, j'ai découvert ce modèle-là il y a 3 ans. Et puis, bah, depuis 3 ans, on a ouvert une première école sur la métallerie, donc c'est un autre métier qui est aussi en pénurie sur Stein. Et là, on est en train d'ouvrir, on espérait ouvrir cette année, mais les locaux, malheureusement, des petits ajustements, donc on ouvrira dans le courant de l'année pour être prêt pour septembre l'année prochaine. Mais on va ouvrir une école de production sur les métiers de l'usinage, sur Argenteuil, à 100 mètres de là où on est. Et donc, le modèle de l'école de production, finalement, c'est des entrepreneurs qui détectent qu'il y a une pénurie dans un métier. C'est une connaissance du territoire, de se dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en décrochage et qui ne savent pas quoi faire. Et c'est comment on arrive avec l'aide de l'agglomération, bah, tripartite, à créer un modèle pour leur montrer un métier et leur faire découvrir bah, les débouchés qu'il y a derrière. On a plusieurs, merci. On a plusieurs questions sur la formation. Donc, oui, donc tu vas Mm. former, en fait, donc, pour pouvoir recruter. Mais est-ce que tu as aussi donc, une dimension formation chez ton client à l'utilisation de ces nouveaux outils? Une fois que tu as fabriqué ton outil, tu amènes et tu montres, vous avez tout un accompagnement, parce qu'aujourd'hui, déjà, on voit, tu as utilisé le mot plusieurs fois, en fait, d'accompagnement. Tu as été Mm. accompagné, mais aujourd'hui, c'est toi qui accompagnes tes clients. Et donc, les opérateurs qui sont sous le TGV, sous le Rafale, je crois que tu travailles avec voilà, des Mm. avions, des trains, pas mal dans le transport. C'est toi, voilà, Mm. tu leur montres comment. C'est Benoît Corré qui a posé la question. Je pense que c'était ça, Benoît. Oui, oui, complètement. En fait, l'accompagnement qu'on a aujourd'hui, il ne s'arrête pas à la prestation où on vient, on fait une analyse, on vous propose une optimisation, éventuellement, bah, tout ce qui est outillage à main standard, en effet, bah, nous, on a pu intervenir, hein, on a fait notre proposition, le client, s'il y croit, il va s'approvisionner. Éventuellement, on va faire les outillages spécifiques, mais encore une fois, c'est même pas obligé, il peut les faire fabriquer où il veut. Euh, et après, par contre, ce que l'on met en place, nous, on continue d'accompagner. En fait, on se met des indicateurs en place sur ce que l'on a détecté au début, les pistes d'amélioration qu'ils souhaitaient. On se met des indicateurs en place et on se revoit tous les 3 mois pour voir un petit peu ça. Donc, bien entendu, avant de mettre ces indicateurs en place, on s'assure que bah, tous les utilisateurs aient bien compris l'intérêt, l'utilisation, et donc on fait le tour vraiment de chaque poste pour comprendre, pour être sûr qu'il n'y ait pas des choses qui sont incomprises. Et bien entendu, on a, bon, sur l'outillage à main, la formation est assez simple, mais ceci dit, on s'aperçoit des fois qu'on fournit des outils et les gens, bah, oui, pas forcément, utilisent pas forcément bien, donc c'est toujours intéressant, même si c'est assez rapide, c'est toujours intéressant de pouvoir les accompagner. Et quand là, justement, tu disais qu'il y a une mesure d'impact. Est-ce que quand il y a Estelle a posé la question, est-ce que quand il y a des gains de productivité, tu arrives à intégrer ça, à valoriser ça dans ta proposition en termes de contractualisation? Grâce à nous, grâce à nos outils, vous avez pu avoir un gain de productivité. Est-ce que voilà, c'est le bonus, le plus, ou tu pourrais intégrer ça à terme, hein, ou peut-être que tu le fais déjà, intégrer une sorte de partage de la performance, du gain de performance, quoi. Ben, aujourd'hui, en effet, c'est des modèles économiques qui existent le partage du gain, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas ce qu'on a choisi. Donc, ce qu'on espère, bah, c'est qu'il y ait des gains de productivité. Et ce qu'on espère, c'est que plutôt que le client soit satisfait et qu'il se dise, bah, en effet, il y a un intérêt et qu'il en parle et puis qu'il nous ressollicite, on intervient. En fait, on s'aperçoit que très souvent, on démarre cette démarche-là sur un petit îlot dans la production avec 3, 4 postes parce que les gens connaissent pas trop et donc veulent tester un petit peu. Et ensuite, bah, une fois qu'ils ont testé, ils disent, ah mais oui, en fait, il y a vraiment un intérêt. Et donc, du coup, on déploie un peu plus largement sur les sites de production.
Donc aujourd'hui, en effet, nous, on suit ça parce que pour nous, c'est important pour pouvoir montrer que ça marche. Mais encore, on n'est pas sur le partage du gain, du bénéfice généré. Alors, Isabelle, peut-être que tu veux poser ta question sur les externalités, enfin, sur voilà, les échanges avec les responsables. On a aussi une question sur la santé, Oui, là, je pense que sur oui, ouais. je, je veux bien. Oui, j'avais une question. C'était effectivement, je comprends bien le passage du bénéficiaire au responsable du bénéficiaire, mais ce qu'on entend souvent de la part des entreprises qui essaient dans ces niveaux-là, c'est une sorte de blocage, quoi. Comment aujourd'hui vous y êtes pris? Alors là, vous avez donné l'exemple en situation, vous êtes trouvé face à quelque chose, vous avez pu montrer tout ce que vous pouviez faire, mais essayez de toucher des gens qui ne sont pas vos interlocuteurs habituels. Comme vous le disiez, les gens en charge de la qualité, en charge de la santé, en charge de la productivité, etc. Comment vous y êtes pris? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Enfin, en tout cas, quel retour d'expérience pouvez-vous nous faire sur ce sujet-là? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y arrivent pas à accéder à ces gens-là. Mm. Oui, ça n'a pas été simple. Alors, je pense que vraiment, l'élément déclencheur, ça a été la prise de hauteur. C'est vraiment de se dire quelles sont les externalités positives. En effet, nous, on était très focus sur l'outillage. Et si j'allais voir un ergonome ou un responsable, que sais-je, ben, et qu'on lui présentait, bah voilà, on fait des outils sur mesure. Bon, bah, c'est très bien, faites des outils sur mesure. Bah, mon chef d'atelier, il est là-bas, c'est avec lui qu'il faut discuter. Euh, voilà. À partir du moment où on a commencé à dire, bah oui, vous avez une accidentologie, une partie, l'outillage à main est la troisième cause d'accident de travail aujourd'hui. Bah, nous, notre métier, c'est de réduire ces taux-là. C'est d'avoir un impact là-dessus, c'est de vous accompagner dans cette démarche avec de l'outillage à main complètement adapté qui vont en plus vous permettre d'améliorer votre productivité. Donc, dans la façon de présenter l'offre, en fait, ça a été un vrai changement. Bien entendu, ce qui est le plus parlant, c'est quand il y a déjà eu un outil fabriqué et qui a une remontée positive, voilà, on a un exemple sur lequel s'appuyer. Bah, voyez, par exemple, tel cas de figure, voilà. Et après, c'est vraiment s'appuyer sur des exemples comme celui que je cite assez régulièrement parce qu'il est assez parlant de la RATP où on a pu mesurer, voir les gains. Donc là, on peut s'appuyer sur des exemples pour montrer qu'en effet, on n'est pas simplement, on n'a pas simplement vocation à venir répondre à l'utilisateur, ça apporte du bénéfice à l'ensemble de l'entreprise à différents niveaux. Est-ce que tu as eu des Donc c'est bien réunions dans le discours, pardon, donc c'est bien dans le discours de l'effet utile que vous produisez que finalement vous allez susciter l'intérêt à interpeller votre interlocuteur habituel et du coup ça va vous ouvrir des portes sur des gens que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir comme interlocuteur en fait. Donc c'est bien cette notion de discours, comme vous le dites, vous prenez de la hauteur et vous le transformez en un discours complètement différent qui va résonner avec des sujets qui les préoccupent et du coup vous donnez accès à ces gens-là. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le discours. Et puis, c'est leur faire enfin, essayer de changer petit à petit des mentalités aussi et des approches qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que on entend souvent, mais ça fait 20 ans qu'on fait comme ça a toujours été comme ça. Enfin voilà, et donc bah, nous, notre approche, elle est de dire, bah non, c'est pas forcément toujours comme ça. Vous achetez des outils, vous les cassez, vous les changez tous les 6 mois parce qu'il n'est pas adapté. Bah, nous, on va vous proposer quelque chose qui va durer dans le temps et que, voilà, qui sera parfaitement adapté. Alors certes, le coût, il est plus important au début, mais vous serez tranquille. Donc voilà, c'est des mentalités qui changent. Alors l'impact qu'on avait quand on était avec un utilisateur et son chef d'atelier, bah, lui, il était hyper content, il avait son outil, tout allait bien. Le fait de remonter, on peut commencer à parler, par exemple, sur certaines sociétés comme la SNCF, bah, de se dire, bon, bah, très bien, bah, ça, on va déployer ça à l'ensemble de nos technicentres. Donc, du coup, bah, là, on parle tout de suite d'impact beaucoup plus important. Et donc, c'est vraiment l'intérêt, et pour eux et pour nous, bien entendu, de pouvoir avoir une offre beaucoup plus large, quoi. Donc, tu arrives à échanger parfois. Est-ce que tu as déjà eu une réunion où tu avais du coup des chefs d'atelier, des directeurs d'exploitation, un médecin du travail, un responsable des ressources humaines et un responsable juridique, enfin, ou soit en même temps, soit c'est des choses qui sont, voilà, c'est réel. Oui, oui, alors c'est vrai que tous en même temps, c'est assez rare. Mais en effet, on s'aperçoit que finalement, euh, qu'on parle aux achats, qu'on parle aux médecins du travail, qu'on parle à un chef d'atelier, qu'on parle au service méthode, au bureau d'études, finalement, l'outillage à main, qui est ce qui est utilisé in fine, bah, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et l'impact qu'a d'avoir l'outil le plus adapté, et puis tout ce qu'on peut apporter nous sur le savoir que l'on a, les connaissances que l'on a,
On parlait d'immatériel. Nous, aujourd'hui, on a un turnover qui est très faible. Moi, les gens au bureau d'études, ils ont une connaissance, ça fait 10 ans pour certains qui sont là, plus de 10 ans même. Voilà, ils ont des sujets, ils en ont vu des tas. Donc, quand un client arrive, assez rapidement, on peut lui proposer une solution. On a déjà vu des contraintes et on sait déjà quoi leur proposer, quoi étudier. On a même déjà des études de fait. Enfin, voilà. Et, et en fait, on s'aperçoit qu'à tous les niveaux, on a des acheteurs, par exemple, j'ai un cas qui me dit, mais en fait, nous, on a un bureau d'études qui conçoit des outils spécifiques qu'on fait fabriquer et qui nous coûtent une fortune, alors que ça se trouve, vous allez me dire que ça existe en standard. Et oui, en effet, quand on a fait l'étude, bah oui, monsieur, vous faites des outils spécifiques qui existent en standard. Donc bon, Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'à tous les niveaux, ça intéresse. Bah, quand on a préparé cet entretien, tu me disais que oui, ouais, ce qu'on appelle en économie de la fonctionnalité de la coopération, les ressources immatérielles, c'était quelque chose sur lequel tu voilà, avais pris de la hauteur et tu avais investi en fait sur le Ah développement ouais. des compétences. Je crois que tu me disais que vous alliez beaucoup sur les salons d'outillage Mm, standard parce que ça te mm. permet d'aller voir justement un client en lui disant bah, c'est pas la peine d'en fabriquer un, ça existe, mais ça veut dire qu'il y a une vraie connaissance de ce qui se fait au niveau standard. Et que bah, du coup, le fait que tu lui dis ça existe, bah, il y a la confiance qui se développe encore plus. Donc, il se dit, bah, celui-là, je peux vraiment, bah, voilà, je lui fais confiance si demain j'ai vraiment besoin de faire fabriquer un outil. Et c'est ça, en fait, qui t'a conduit peu à peu à être appelé à intervenir en amont, notamment de la chaîne de production, qui est un des axes de développement d'Univera aujourd'hui. Donc, il y a un travail, et ce travail, tu l'as mené aussi bien avec les gars de l'atelier, euh, et j'ai eu la chance d'échanger avec un de tes gars comme, lors d'une visite apprenante, oui, où ils sont, voilà, connaissent énormément de choses, ils sont force de proposition, et ça, voilà, vraiment, c'est quelque chose que tu as pris à cœur, en fait, de développer ces Ah, relations de confiance à tous les niveaux. enfin, je dirais que c'est dans l'ADN de l'entreprise. Nous, c'est enfin, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais pour parler de, voilà, nous, par exemple, les semaines de l'industrie, la boîte, elle est ouverte. On accueille toujours. Argenteuil vient avec des tas de personnes. On a recruté une personne qui était venue visiter l'entreprise et qui cherchait un poste. Nous, on cherchait. Voilà, et à la fin de la visite, voilà. Donc on est toujours, voilà. Moi, j'aime bien que l'atelier il puisse bah, savoir où on est, qui on est, avec qui on travaille. On n'arrive pas au travail, on se met sur sa machine, on a un plan, on fabrique des pièces sans savoir ce que c'est. Et moi, ils adorent ça. Ils adorent quand c'est vivant, on reçoit du monde. Ben voilà, quand je suis sollicité, comme aujourd'hui, par exemple, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager. Euh, voilà, c'est toujours intéressant. Au niveau de la ville, c'est beaucoup plus récent, en fait. J'ai été beaucoup plus ouvert parce que je suis dans un réseau qui s'appelle aussi le CJD, qui est un centre des jeunes dirigeants, donc qui est pas aussi un réseau vraiment intéressant sur la formation du dirigeant et qui m'a permis de découvrir pas mal de choses aussi. Et finalement, le réseau local, c'est assez récemment, depuis cette école de production, que je le découvre. Et avec la ville d'Argenteuil, en fait, c'est énorme quand on fait des échanges, il y a des tas de choses. Du coup, bah, je rencontre des partenaires localement. Enfin voilà, on est beaucoup plus, on travaille beaucoup plus localement. C'est beaucoup plus ouvert. Donc non, c'est vraiment nécessaire. Et sur l'immatériel, moi, je suis un fervent défenseur que le bilan immatériel soit comptabilisé dans la valorisation d'une entreprise, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, mais pour moi, ça paraît un non-sens. Enfin, aujourd'hui, c'est fait de manière, voilà, on sait bien quand on achète une entreprise, on achète toute la valeur immatérielle qu'elle a derrière, mais je trouve dommage que ça puisse pas être comptabilisé et présenté dans des chiffres comptables comme un bilan financier. Mais bon, pour moi, c'est vital. Je veux dire, la notoriété, la réputation, comme je dis, c'est dans l'ADN aussi de nos clients. La SNCF, la RATP, Air France, bah, depuis 2009, la création, aujourd'hui, c'est encore nos premiers clients. On continue à développer, comme on disait, avec l'énergie, l'armée, le BTP, enfin tous ceux qui utilisent de l'outillage à main, on les accompagne. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'ils nous connaissent, bah, on a la chance et puis ils apprécient, ils reviennent. Alors certains ont des sujets plus ou moins importants, certains on va les accompagner ponctuellement sur deux, trois sujets, puis on les reverra peut-être pas tout de suite parce que voilà, mais en tous les cas ils vont en parler. Donc bah, c'est ce qui nous porte et ce qui fait qu'on se développe. Alors, je suis en train de regarder les questions. On avait une Hum. question qui est passée plus haut sur la CARSAT. Est-ce que tu avais des échanges avec la CARSAT ou pas? Alors, bah, pas tant que ça. Pour moi, ça paraît forcément, je veux dire, toutes ces personnes qui vont rencontrer des entreprises et qui détectent des choses pourraient en effet dire, tiens, bah, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider.
Euh, j'ai pu intervenir avec Nadia Benke sur la semaine de la QVT où on est venu présenter des choses. On en parle, mais finalement, je ne sais pas si c'est le fait de se dire que ils peuvent pas présenter des entreprises privées dans leur cadre de leur métier. Je sais pas trop. J'ai pas creusé plus que ça, mais pour moi, en effet, c'est vrai que c'est des pistes que j'identifie comme. Enfin voilà, c'est dès qu'il y a un sujet, il y a forcément une solution à apporter sur l'outillage adapté. Donc voilà, j'ai pas plus creusé que ça, mais très intéressé. Il y a Karine aussi, Pierrot, qui a une question sur est-ce que tu as eu l'occasion en fait de parler à tes clients de cette trajectoire, enfin voilà, de leur parler ou alors tu appliques le FC mais sans en parler parce qu'on sait que c'est un sujet, c'est pas toujours facile. Donc voilà, qu'est-ce que ton partage d'expérience a pu provoquer? Est-ce que ça a donné une envie à des clients de travailler différemment, de coopérer différemment? Voilà, au niveau voilà, est-ce qu'il y a de l'essaimage? Est-ce qu'au niveau du territoire, il se passe des choses par rapport à ces enjeux de coopération? Alors, aux clients, finalement, assez peu. En effet, les clients, parce que bah, je suis avec des grands groupes hein, essentiellement, donc c'est vrai que je peux en parler localement à quelques personnes, mais qui n'ont pas les effets. Donc finalement, j'en parle assez peu. Je vais beaucoup plus parler en effet de ce que ça m'a apporté et du coup comment aujourd'hui l'offre évolue. Et donc voilà, j'en ai beaucoup plus parlé aux partenaires, que ce soit locaux ou des partenaires d'accompagnement. J'ai d'ailleurs pu suivre qu'il y a une société qui m'a accompagné sur la stratégie commerciale il y a quelques années, qui vient de finir un accompagnement EFC sur Angers. Donc voilà, je me dis tiens, c'est bien, ça prend, ça avance. Euh, mais c'est vrai beaucoup moins aux clients qu'aux partenaires finalement. Isabelle voulait savoir comment tu avais embarqué tes collaborateurs voilà, sans le jargon d'accompagnement. En fait, voilà, comment tu t'y es pris? Bah, eux, ils étaient finalement assez terre à terre. Hein. Bah, est-ce que ce qui change, c'est bien pour moi ou pas? Et puis finalement, du dirigeant qui demandait de produire plus, bah, voilà. Enfin le CJD par exemple, hein, ça m'a vraiment formé aussi là-dessus, hein, mon métier de dirigeant, parce qu'il y a deux métiers auxquels on n'est pas formé, comme je dis souvent, c'est être parent et être dirigeant. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend. Donc voilà, être dirigeant, moi, j'étais pas formé à ça. Donc du coup, bah, le management, des choses comme ça, j'ai essayé des techniques à l'ancienne quand j'ai commencé. Voilà, puis finalement, quand j'ai compris qu'il fallait que je juste le choix moi-même et que moi je serais bien et que du coup, bah, si ça plaisait, les gars continueraient. Voilà, et puis le fait de pouvoir bah, alors donner le plus de clarté possible. Hein. Moi, aujourd'hui, on fait des réunions avec toutes les équipes, ils connaissent tous les chiffres, le résultat de la boîte, il y a de l'intéressement. Enfin, comme je dis toujours, hein, c'est vraiment une boîte où les gens qui viennent en général, ils disent bon, on est bien, on repart pas de chez Univera. Donc, même ceux qui déménagent me disent comment je peux faire pour travailler pour Univera quand je dois déménager. Donc voilà, non, à partir du moment où ils comprennent, il y a du sens, il y a un intérêt, voilà, enfin, moi je sais que ceux qui sont là depuis le début, ça a toujours été parce qu'ils savaient pourquoi ils travaillaient, que ce qu'ils faisaient, c'était pour tel appareil qui allait permettre de faire tel gain, tel intérêt pour le client. Voilà, et que ça redescend à tous les niveaux de la production. Donc, ouais, c'est vraiment. Confiance, confiance toujours, transparence. Peut-être aussi le fait d'être sorti d'une logique classique, en fait. Je pense que ça, ils le vivent. Ne plus être dans une logique de pas être dans une logique de mise en concurrence, de pas être là à batailler sur quel est le prix du marché, parce que là, finalement, tu es sorti complètement de ça. Le prix du marché, ça n'existe pas. La concurrence, ça n'existe pas non plus. Je pense qu'au quotidien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pression, parce que dans toute activité, il y en a si vous avez des commandes en même temps. Mais déjà, d'être à part, d'être décalé par rapport à ces logiques classiques, qui restent encore dominantes hein, dans les logiques de production, c'est un confort peut-être quand même au quotidien. Oui, complètement. Oui, c'est vrai que on est vraiment sur un marché de niche. Hein. Même déjà, sans changer le modèle, on était déjà sur un marché où finalement il n'y avait pas tellement de concurrence, hein, parce que faire de l'outillage à main sur mesure, on est bah, aujourd'hui les seuls, hormis les grands groupes, mais qui n'ont pas envie de le faire, donc ils le font pas bien. Euh, mais c'est vrai que toute cette notion un petit peu de nouvelle offre qu'on apporte, finalement, aujourd'hui, c'est plus tellement une question de combien ça coûte, c'est plutôt est-ce que je peux me le permettre ou pas me le permettre. Le client, c'est plus ça.
le bénéfice, ils le comprennent finalement assez rapidement. Et après, c'est surtout, est-ce que aujourd'hui, voilà, on a des sujets où le client me dit, bon, bah non, ça, aujourd'hui, on sait que si on démarche cette démarche avec vous, ça va être positif, mais on sait que derrière, il y a de l'investissement, hein, parce que ça impose derrière d'avoir des investissements sur des changements d'outils, hein, ça remet en cause pas mal de choses. Donc, bah, derrière, c'est ce qui peut freiner un petit peu de se dire, bon, bah, on le fera pas cette année, on le fera plutôt l'année prochaine, on budgète, voilà. C'est plutôt ça, les freins, que vraiment des freins de mise en concurrence, parce qu'en effet, sur notre métier, avec l'expérience que l'on a et ce que l'on apporte aujourd'hui, bah, on est les seuls à pouvoir le proposer. Ouais. Alors, on a voilà, une question sur les PME. Je sais qu'on en avait Mmh, parlé, que c'était un sujet pour toi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que mmh, beaucoup des grands groupes. Et mmh. puis, voilà, une question d'Anne aussi sur la valorisation de la trajectoire. On en a un petit peu parlé auprès de tes collaborateurs. Enfin, et puis, ce sera peut-être les deux, voilà, les deux dernières questions si on Mmh. a. Donc, Bah, les PME, après, voilà, c'est vrai que c'est une cible. On travaille avec certaines PME. On a des boîtes que l'on accompagne, que l'on a pu rencontrer un petit peu, je dirais par hasard, parce ils ont vu, on a notre site internet, ils ont vu un outil sur le site internet, et puis du coup, ils nous sollicitent. Mais c'est vrai que la démarche, notre démarche, elle a quand même un certain coût. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une volonté de l'entreprise de pouvoir apporter les meilleures solutions à leurs salariés. Euh, on a encore beaucoup de petites structures qui vont dire aux gars, bah, écoute, fais ton outil dans ton coin et puis débrouille-toi avec ça. Donc voilà, c'est vrai que cette approche-là, bah, forcément, c'est pas ce que nous on fait. Quand on nous demande de bricoler juste un outil, on a des fois des clients qui nous disent non, mais vous soudez juste deux clés. Je dis, bah, écoutez, si c'est ça, allez voir quelqu'un qui va vous le faire. Nous, c'est pas ce qu'on va vous apporter. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps et puis c'est une approche plus complète. Donc voilà, c'est un petit peu la limite qu'on peut rencontrer avec les PME. Mais ceci dit, je prends cet exemple-là, c'est peut-être les TPE. Hein. Aujourd'hui, on a des belles PME et puis on les accompagnera avec plaisir. C'est plutôt le développement qui fait qu'aujourd'hui, on y va par étapes et, euh, et qu'on avance petit à petit. et puis, bah, Et il y peut-être. avait Et la question d'Anne aussi? Ouais, la question d'Anne sur. Sur la fidélisation, en fait, tu sais, tu en as parlé avec ce collaborateur qui a déménagé et qui t'a dit bah, moi je Oui. déménage, mais comment je peux continuer à travailler Mais la question d'Anne, c'est est-ce que votre trajectoire est valorisée auprès des collaborateurs? Est-ce que c'est un argument de fidélisation? Je peux peut-être la Complètement. préciser. Ouais, Oui, si bien tu veux. sûr. Oui. Je peux peut-être la préciser si vous voulez. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que dans la durée, en fait, déjà, est-ce que les collaborateurs ont conscience vraiment qu'ils font de l'EFC? Est-ce que l'EFC, ça leur parle? Et est-ce que aujourd'hui, ils voient en fait ce que l'EFC leur a apporté, les bénéfices que ça a généré pour eux? Que ce soit parce que effectivement, ben, ils travaillent d'une manière différente, etc. Je me pose une question sur la pérennisation en fait du modèle EFC auprès des collaborateurs. Est-ce que ça reste ancré chez eux et puis est-ce qu'ils en ont conscience aussi qu'ils fonctionnent dans cette manière différente? Voilà. Alors, j'ai fait une présentation, surtout en 2015-2016, après l'accompagnement, j'avais fait une présentation à l'ensemble des collaborateurs. À l'époque, on n'était que cinq, hein, mais voilà. Aujourd'hui, très clairement, c'est pas l'étiquette EFC que je mets en avant. C'est plutôt toute cette démarche servicielle. Par contre, ils y voient tout le gain, tout le bénéfice. Ils appuient. Ils sont vraiment demandeurs qu'on avance dans cette démarche-là plutôt que la production bête et méchante. Euh, Ils sentent bien qu'on est complètement à contre-courant des usineurs qu'on peut avoir dans la zone industrielle d'Argenteuil. C'est un gros pôle d'usinage, donc avec des gens qui vont se faire de la sous-traitance et ils reçoivent des plans, ils produisent. Donc ils voient bien qu'on est complètement à contre-courant avec une offre beaucoup plus globale. Ils sont même tout à fait conscients qu'on fera demain beaucoup plus de services que de production. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont tout à fait intégré. Euh, Maintenant, si on leur demandait, je pense pas qu'ils diraient, bah oui, nous, ce qu'on fait, c'est EFC. Euh, mais par contre, dans la démarche, on est complètement dedans. Ouais. Isabelle, dernière question peut-être? Non, c'était plutôt Tabitha, apparemment, qu'il y avait une question sur les services non facturés. Si tu veux prendre la parole, Tabitha. Oui, oui, je vais aussi préciser. Tout à l'heure, vous avez parlé
du fait que quand vous proposez des services, voilà, c'était tout facturé. Et aussi, quand vous listez tous les services que vous proposez, est-ce que du coup, vous proposez des services non facturés, même des conseils comme ça, juste comme ça? Est-ce que vous avez quand même réussi à trouver cet équilibre entre ce qui est facturable et qui n'est pas forcément, qui peut être juste un service lambda? Alors, oui, aujourd'hui, par exemple, dans notre démarche d'accompagnement, il y a toujours une première demi-journée de découverte, ce que l'on appelle. Donc, c'est complètement gratuit pour le client. En fait, on vient une demi-journée pour nous permettre de comprendre le périmètre, qu'est-ce qu'il attend de nous, quels sont les indicateurs. Des gens commencent à réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, et puis aussi nous, de voir si on peut apporter quelque chose. On peut peut-être arriver des fois dans des entreprises, jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé, mais où c'est complètement déjà structuré, il y a déjà eu des réflexions, les outillages sont parfaitement adaptés, il y a difficilement du gain apportable. Donc dans ce cas-là, on va dire au client, bon bah écoutez, franchement vous êtes bien, si on peut apporter un ou deux conseils, on va les apporter gratuitement. Mais en tous les cas, cette demi-journée-là, en effet, on l'a fait gratuitement, et puis ça peut ne pas déboucher sur des commandes, hein, comme ça peut ensuite déboucher sur de l'accompagnement. Mais nous, ça nous permet d'avoir l'offre la plus juste par rapport à ce que l'on a vu, de pouvoir dire, bah écoutez, nous on estime qu'il faut qu'on vienne passer 2 jours, 3 jours, 4 jours pour étudier le périmètre. Donc on a encore une partie d'offres non facturées, mais ça après ça reste, mais qui est largement inférieur à ce que l'on avait tout au début, parce que au début on te vendait un outil et on mettait tout dedans. Donc voilà, aujourd'hui c'est beaucoup plus clair que on met en avant l'accompagnement, le savoir, les connaissances que l'on a, le bureau d'études, voilà, tout ça est mis en avant et est facturé au client parce que ça a une vraie valeur. On parle de solutions intégrées, de biens et de services, c'est-à-dire que les deux voilà, sont vendus en même temps, et même parfois il peut y avoir que du service sans le bien. Écoutez, il est 9h47. Je pense que Delphine, tu peux peut-être passer à la synthèse. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le cadre d'une visite apprenante qu'on a fait dans les locaux de Frédéric il y a quelques mois, on a une fiche en fait assez détaillée sur justement la trajectoire. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, on peut vous l'envoyer. Ça retrace un petit peu ce qu'on s'est dit. Mais là, comme traditionnellement on le fait dans Voix de Pionnier, on a une petite synthèse à vous partager. En quelques minutes, effectivement, je prends le relais. Alors oui, merci pour le partage, Isabelle. Voilà, donc en quelques minutes. Donc effectivement, ce que nous disait Frédéric, c'est qu'au démarrage de la réflexion, au démarrage de son parcours EFC, il fait en fait le constat, il analyse, il est accompagné à analyser les limites qu'il rencontre, même si, il nous l'a bien dit, l'entreprise se développe à ce moment-là et depuis plusieurs années. Pour autant, effectivement, il y a des limites. Donc c'est par exemple le fait que Univera ne valorise pas tout le travail qu'il peut réaliser en amont d'études, de conception. Finalement, ça reste quelque chose de caché. Pas forcément de manière intentionnelle, mais de fait, c'est caché, c'est pas valorisé. Le besoin du client est limité dans le temps. Effectivement, une fois que le client a sa série d'outils sur mesure, il va pas forcément avoir besoin de refaire appel, en tout cas pas forcément rapidement, à Univera. Également, l'entreprise peine à trouver des fabricants de petites séries. La rentabilité de ceux-ci est basée sur la production de grosses séries. Donc effectivement, les fabricants, Frédéric nous le disait, je ne sais plus, je crois que vous avez donné l'exemple de une dizaine de clés de tel type. Effectivement, voilà, on ne trouve pas de fabricants pour faire cela. Et donc, oui, de fait, ceux qui sont prêts à le faire ont des coûts de fabrication qui sont très élevés. Donc, voilà pour les limites qui sont analysées. Et en fait, Frédéric va être amené à faire l'analyse
des effets utiles, des externalités positives de son activité, des choses dont il n'avait pas forcément conscience. En fait, Univera agit par exemple sur la santé, la prévention santé, puisque par exemple, bien, de manière indirecte, hein, la création d'outils sur mesure permet à bien des clients d'éviter des accidents ou de limiter l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Enfin, voilà, donc il y a effectivement un effet de santé à sa proposition de valeur. Il y a des effets sur la productivité des clients, puisqu'en fait, il va aider avec ces solutions, il va aider à augmenter la productivité, par exemple en réduisant le temps de réalisation d'une tâche. Voilà, et là, je crois qu'effectivement, Frédéric a bien des exemples à donner sur cet aspect d'effets utiles, hein, à son activité chez les clients. Il y a des effets aussi donc, sur la sécurité juridique, puisqu'effectivement, voilà, les outils comment dire, Univera est amené à fabriquer des outils qui ont pu être bricolés ou intuitionnés par le client, mais en fait, il faut une fabrication professionnelle pour que le client soit couvert en cas d'accident. Donc voilà, donc effectivement, la réflexion en économie de la fonctionnalité et de la coopération amène Frédéric à prendre conscience de tous les effets de santé, de sécurité, de productivité de son activité. Également, du coup, il prend conscience que le périmètre des bénéficiaires est en fait plus large que celui de ses clients directs avec lesquels il interagit de manière quotidienne et récurrente. Et du coup, effectivement, ce périmètre de bénéficiaires plus large, ça laisse entrevoir aussi un champ d'action, une perspective de développement qui est plus vaste aussi. On pense effectivement, là, si on se raccroche aux effets utiles sur la sécurité juridique, bah, effectivement, les bénéficiaires vont être, par exemple, les assureurs. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément conscientisé. Voilà. Et donc, effectivement, du coup, va se mettre en place une stratégie de développement qui s'appuie sur ce qu'on appelle l'élargissement du périmètre de la proposition de valeur, l'élargissement du périmètre de l'offre d'Univera. Hein. Il ne va plus s'agir de vendre des outils, mais bien de prendre en compte les usages et les modes de travail des usagers. Donc, comment ça va se traduire chez Univera? D'abord, en mettant en place une autre manière de deviser et de communiquer sur l'offre. Donc effectivement, dans le devis, ce qui était jusque-là, ce qui pouvait être caché est laissé apparent et valorisé, donc notamment tout le travail en amont de conception, d'études, de conseils. Voilà, une autre manière de communiquer, donc effectivement, hein, vont être mises en avant, j'imagine, vont être mises en avant ces effets sur la santé, sur la productivité. Voilà. Et plus récemment, si j'ai bien compris, c'est plus récent, hein, cet élargissement du périmètre de l'offre va aussi amener Univera à développer une offre de diagnostic qui vont viser chez le client à identifier des pistes d'amélioration, par exemple. Donc, on est vraiment là, effectivement, c'est ce sur quoi se terminait la discussion un petit peu plus tôt, hein, sur la mise en place d'une solution intégrée, ce qu'on appelle une solution intégrée. Il s'agit d'intégrer une offre de biens, donc les outils sur mesure, à ces enjeux de sécurité, de santé, de productivité du client. Et voilà, donc s'élargit effectivement le périmètre de la proposition de valeur en intégrant ces enjeux-là. C'est donc effectivement une entreprise qui, au départ, fabrique des biens qui s'engage dans une dynamique
plus évidemment servicielle et qui va même, là, ce que nous disait Frédéric, jusqu'à mettre en place une solution explicitement d'accompagnement du client qui mêle donc la conception, la fabrication d'outils sur mesure à un travail de diagnostic, de conseil, d'identification de pistes d'amélioration. On va jusqu'à ne plus vendre d'outils parce que le diagnostic qui montre qu'il n'y en a pas besoin. Hein. C'est effectivement du coup ce que pressentait l'un des formateurs EFC et ce que Univera, ce que Frédéric nous disait qu'Univera avait expérimenté là récemment. Voilà. Donc effectivement, la stratégie de développement s'appuie aussi de fait sur une démarche de co-construction avec le client hein, pour l'accompagner, pour être sur ce travail de diagnostic, enfin sur toute la dynamique de service qui entoure, enfin qui dépasse désormais l'offre d'outils sur mesure. Eh bien, il faut bien être dans une logique, dans une démarche de co-construction avec le client. Il y a également tout un travail de développement de la formation, hein, avec Frédéric le mentionnait, la création d'une école de métallerie sur le territoire pour faire face à la pénurie des métiers de l'usinage notamment. Hein. Donc là, il y a un travail avec la collectivité notamment qui se développe, la communauté d'agglomération, si j'ai bien compris. Donc là, effectivement, on est aussi dans le développement d'une action en réponse, d'une activité en réponse à un besoin du territoire. Voilà, le périmètre de la proposition de valeur va aussi sur ces terrains-là. Et donc, effectivement, tout ça s'accompagne d'un développement stratégique. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est intégré de manière stratégique, le développement stratégique des ressources immatérielles. Hein, Univera est en proximité avec ses clients, avec les acteurs du territoire, développe des relations de confiance. Alors, effectivement, c'est tourné vers l'externe. Hein, on a un petit peu parlé du fait que Univera connaît bien et continue à travailler avec les professionnels de l'outillage standard, puisque, bah oui, ça paraît logique, mais il faut le dire, il est nécessaire de bien connaître l'outillage standard pour être capable de concevoir du sur-mesure. Donc voilà, et ce n'est pas que Frédéric, mais aussi ses salariés hein, qui sont bien connaisseurs de ce milieu, de ce monde-là. Il y a également le développement des ressources immatérielles, ben, tout le travail de collaboration, de mise en proximité, de confiance avec les collectivités et les acteurs du réseau local. Frédéric mentionnait notamment que Univera participe systématiquement à la semaine de l'industrie. Et puis, effectivement, il y a une proximité, des relations de confiance qui ont été créées avec les clients grands comptes hein, et qui, effectivement, permettent, enfin voilà, mettre Univera en capacité de discuter vraiment avec ces acteurs-là. Et puis, bien évidemment, il y a ça va de pair avec un développement des ressources immatérielles en interne, hein, puisque les salariés d'Univera sont impliqués dans la démarche, ils sont formés, il y a même la mise en place d'un intéressement, donc ça a des effets forts de motivation. Voilà. Et puis, effectivement, sans plus développer que ça, voilà, Univera désormais est orienté sur le développement de l'activité locale autour d'Argenteuil. Voilà, j'espère que j'ai bien synthétisé. Je crois qu'il faut qu'on conclue parce qu'il est voilà, 57 à ma montre. On repasse la parole. Merci Delphine. On repasse la parole à Nekoé. Oui, ben juste merci pour le résumé Delphine, merci pour le témoignage et l'animation Stéphanie. Juste pour effectivement vous donner la suite du programme, si j'arrive à changer mon slide. Oui. Donc on se retrouve pour notre prochain rendez-vous le 3 novembre et cette fois ce sera une entreprise des Pays de Loire qui s'appelle Mediaclap. Comme d'habitude, vous retrouverez cet épisode sur le replay YouTube et sur le podcast dans les jours qui viennent. Et vous avez là le QR code. Et puis, on voulait aussi vous rappeler l'Université d'économie de la fonctionnalité qui a lieu le 16 et 17 novembre 2023. Vous avez là le lien pour vous inscrire. Le détail des ateliers et des animations d'ateliers va être très prochainement publié, je pense courant de la semaine prochaine. Il y a au total 24 ateliers différents proposés avec autant de sujets autour des sphères fonctionnelles, des sujets autour de la mise en œuvre du référentiel dans les entreprises, comme des sujets plus d'ouverture pour continuer à grandir ensemble sur ce thème-là. Et puis enfin, les programmes des
des divers animateurs que nous sommes autour de cet événement Voix de Pionnier. Donc, sur la partie bleue de l'Île-de-France, vous avez 2 rendez-vous, un le 21 novembre et un le 28 novembre. Un qui est plus orienté sur un webinaire d'introduction et puis un afterwork le 28 novembre. Et de notre côté, sur Orléans, on organise le 24 octobre un atelier de sensibilisation en présentiel entre midi et 13h30, je crois, où là, vous avez le QR code pour vous inscrire, où vous pouvez revenir vers nous si ça vous intéresse.